Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu grave mais super important, les catastrophes industrielles. Une usine qui explose, une ville entière dévastée. On se demande souvent si c'est une fatalité, un peu comme un tremblement de terre, quelque chose qu'on ne peut pas vraiment éviter, ou est-ce qu'au contraire, on aurait les moyens de les empêcher. C'est la grande question qu'on va explorer ensemble. Pour commencer, regardez bien ces deux images. À gauche, vous avez une usine chimique, l'usine ASIEF à Toulouse, un jour normal. Et à droite, eh bien, c'est le même endroit, mais après le 21 septembre 2001. Il ne reste plus qu'un cratère immense, un trou de 6 mètres de profondeur. L'explosion a été tellement violente qu'on l'a sentie à 80 km de là. Ces photos, elles nous montrent la puissance destructrice d'un accident industriel. C'est presque difficile à imaginer. Alors forcément, quand on voit ça, on se pose plein de questions. Comment une chose pareille a-t-elle pu arriver? Et la question la plus importante, est-ce qu'on aurait pu l'éviter? C'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui en avançant pas à pas. Bon, avant de plonger dans le vif du sujet, il faut qu'on soit sûr de parler de la même chose. Quand on utilise le mot risque en géographie, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, pour qu'il y ait un risque, il faut d'abord un premier ingrédient, ce qu'on appelle un aléa. Un aléa, c'est tout simple, c'est un danger potentiel qui existe quelque part. Si on reprend notre exemple de l'usine AZF, l'aléa, c'était le stockage d'une très grande quantité de nitrate d'ammonium, un produit chimique qui, on le sait, peut exploser. Mais attention, un danger tout seul, ça ne fait pas encore une catastrophe. Il faut un deuxième ingrédient, des enjeux. Les enjeux, c'est tout ce qui peut être touché par le danger. Autrement dit, les personnes et les biens. Autour de l'usine AZF, il y avait quoi? Des milliers de maisons, des entreprises, des lycées, un hôpital, bref, toute une partie de la ville de Toulouse qui était exposée. Et voilà, la formule est toute simple en fait. Vous prenez un danger, l'aléa, vous y ajoutez une population et des biens exposés, les enjeux, et le résultat, c'est ce qu'on appelle un risque majeur. C'est vraiment la rencontre de ces deux éléments qui crée ce qu'on pourrait appeler un cocktail explosif. Et ce type de risque, il porte un nom bien précis. C'est un risque technologique. Pourquoi technologique? Parce que c'est un danger qui est créé par l'activité humaine, par notre technologie. Les usines, les centrales nucléaires ou même le simple transport de matières dangereuses sur les routes ou les rails. Ce qui nous amène à un dernier mot de vocabulaire très important, la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est le niveau de fragilité d'une population face à un risque. C'est logique. Plus il y a de monde ou de bâtiments importants près d'un site dangereux, et moins on est préparé ou protégé, plus on est vulnérable. Et malheureusement, des catastrophes technologiques, il y en a eu partout dans le monde. Cette petite frise nous en montre quelques-unes des plus marquantes. Bhopal, en Inde, en 84, une fuite de gaz toxique. AZF, chez nous, en 2001. L'accident nucléaire de Fukushima, au Japon, en 2011. Ou encore les explosions géantes dans le port de Tianjin, en Chine, en 2015. On voit bien que ce n'est pas juste un problème français, c'est un problème mondial. Justement, pour bien comprendre les mécanismes d'une catastrophe, on va faire une petite étude de cas. On va zoomer sur ce qui s'est passé à Tianjin, en Chine, en 2015. Regardez-moi ce cratère. Ça vous rappelle quelque chose, non? C'est exactement comme pour AZF. L'image est dingue. Elle montre bien la violence inouïe de l'explosion qui a littéralement rasé une partie de ce port, qui est pourtant l'un des plus grands du monde. Des témoins ont même parlé d'un spectacle quasi atomique. À des kilomètres à la ronde, des voitures, des immeubles ont été calcinés. Mais alors, comment on a pu en arriver là? Cette petite phrase, elle a été prononcée par l'un des responsables de l'entrepôt qui a explosé. Et elle fait froid dans le dos. Nous ne pensions pas que c'était vraiment un problème. Ça nous dit tout sur la cause principale de beaucoup de ces catastrophes, la négligence, le fait de ne pas respecter les règles de sécurité. Pour analyser ça proprement, on peut utiliser un tableau très simple, avec 3 colonnes, les causes, les conséquences et ce qu'on aurait pu faire pour l'éviter. Pour Tianjin, les causes, c'est simple. Des produits chimiques ultra dangereux étaient stockés bien trop près des habitations, et en plus, en toute illégalité. Les conséquences, terribles. 173 morts, des milliers de blessés, une ville en partie détruite. Et pour l'éviter, eh bien, il aurait suffi de faire respecter la loi, d'éloigner ces entrepôts dangereux et de faire des contrôles sérieux. Ce qui est fou avec l'histoire de Tianjin, c'est que cette catastrophe n'avait rien d'une fatalité. On aurait vraiment pu l'éviter. Et ça, c'est la bonne nouvelle dans tout ça. Ça veut dire qu'on peut agir pour que ça ne se reproduise pas. Alors voyons comment. Cette carte du monde, elle nous montre où se situent les plus grands risques technologiques. Et on voit un truc qui saute aux yeux. Les zones en rouge, les plus à risque, correspondent presque parfaitement aux zones les plus peuplées. En Europe de l'Ouest, sur la côte est des États-Unis, en Asie, plus on s'industrialise et plus nos villes grandissent, plus le risque augmente. Et attention, pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour voir ça. Regardez cette photo. On est en France, à côté de Dunkerque.
C'est le village de Mardik. Et comme vous le voyez, il est littéralement encerclé par une zone industrielle immense. La question de la sécurité et de la cohabitation entre les usines et les habitants se pose donc aussi et fortement chez nous. Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour se protéger? Eh bien, en Europe, après une terrible catastrophe en Italie dans les années 70, dans une ville qui s'appelle Seveso, on a mis en place une loi très importante, la directive Seveso. C'est une sorte de plan d'action en 4 étapes. D'abord, on identifie et on classe tous les sites industriels les plus dangereux. Ensuite, on leur impose de réduire au maximum les quantités de matières dangereuses. Troisième étape, on contrôle très régulièrement les installations et la formation du personnel. Et enfin, au cas où un accident arriverait quand même, on prépare des plans d'urgence pour protéger et évacuer la population. Ok, on a vu pas mal de choses. On a défini le risque, on a analysé une catastrophe et on a vu les solutions. C'est le moment de faire un petit bilan de tout ce qu'il faut absolument retenir. Ce schéma résume parfaitement la situation. D'un côté, on a des installations industrielles qui créent des risques, souvent près des zones peuplées. De l'autre, on a les accidents qui se produisent quand la sécurité n'est pas au rendez-vous. Et la solution, au milieu, c'est la prévention. Et on voit bien que c'est l'affaire de tous, les États qui font les lois, les entreprises qui doivent les appliquer, mais aussi les citoyens qui doivent être informés. Allez, le petit moment que tout le monde attend, la fiche à retenir pour le contrôle. S'il n'y avait que quelques informations à mémoriser, ce serait celle-ci. 3 dates clés, Bhopal 1984, AZF 2001, Fukushima 2011. 3 définitions à connaître par cœur, risque technologique, aléa et vulnérabilité. Et enfin, la méthode pour analyser n'importe quel document sur une catastrophe, on se pose toujours les 2 mêmes questions. Quelles sont les causes et quelles sont les conséquences? Avec ça, on est paré. Pour conclure, on peut maintenant répondre à notre question du début. Non, les catastrophes industrielles ne sont pas une fatalité. On a bien vu que les causes sont presque toujours humaines et qu'on a les outils pour les éviter. Ça nous laisse donc avec une dernière question, une question pour nous tous. Maintenant qu'on sait ça, quelle est notre part de responsabilité en tant que citoyens pour que de tels drames n'arrivent plus jamais? C'est sur cette réflexion que je vous laisse. Merci de votre attention